Merci, mesdames, messieurs. Vous êtes nombreux à nous regarder de partout ailleurs et bienvenue à ce magazine Savoir Plus. Alors, vous le savez très bien, mesdames et messieurs, que le budget national, en tout cas, presque 80% sont orientés au fonctionnement des institutions de la République et éventuellement orientés vers les sociales de la population. Alors, comment faire pour réduire les trains de vie des institutions? Nous recevons sur ce plateau Alex Mokim Choué pour évoquer la question parce qu'il propose autant des solutions pour s'y arriver, bien sûr, à réduire tant soit peu les temps de vie des institutions. Nous allons lui souhaiter la bienvenue sur ce plateau. Alex, bienvenue. Merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien. Le budget national, là. Avec ça, vous pensez que, comme la première ministre avait déposé son programme, sur le 5 ans, nous allons arriver jusqu'à 92 milliards de dollars américains. C'est vraiment un chiffre colossal. C'est une avancée significative. C'est un chiffre colossal, mais ce n'est pas impossible de réaliser cela parce que la RDC a un potentiel énorme, mais qui malheureusement n'est pas bien exploité jusqu'à ce jour. C'est ça le vrai problème. Donc les chiffres que Madame la Première ministre a eu avancés sont des chiffres qui ont tout leur sens, mais bien sûr pour y parvenir, il faudrait mener une action conséquente pour pouvoir encadrer la collecte des recettes en détruisant certains mécanismes qui ont eu à voir le domicile en RDC pour pouvoir garantir un coulage rapide et facile des ressources publiques, mais également mettre en place des mécanismes pour lutter contre les mauvais usages de ce que le Trésor gagne pour pouvoir mieux canaliser les énergies et aider le gouvernement à pouvoir agir efficacement pour aider la population à avancer ou améliorer ses conditions de vie. Alors que c'est faisable. C'est faisable, bien sûr, mais à chaque fois, les mêmes paroles reviennent. Il faut mettre en place des mécanismes pour sécuriser les recettes. Chaque année, ces genres des propositions reviennent. Mais concrètement, c'est un problème d'homme ou c'est un problème de la faible marche de nos institutions? Parce que l'on n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Bon, en ce qui concerne la collecte des recettes publiques, il y a plusieurs efforts à fournir. Et je l'ai souvent dit et je ne cesse de le dire. Par exemple, au niveau des régies financières, au niveau de la DGI, vous avez un directeur de la DGI qui est conseiller fiscal d'une entreprise comme ça, qui est censée payer les impôts à l'État. Il y a un problème. Il y a un problème de conflit de compétences et d'intérêts. Okay. Ce qui fait que, étant à ce niveau-là, cette personne ne peut que manigancer pour que l'État ne puisse pas mobiliser suffisamment d'argent, parce que lui, il est payé par l'entreprise qui emploie ses services. Donc, il y a des mesures à prendre. Ça, c'est une chose à faire rapidement, c'est-à-dire interdire et frapper d'incompatibilité cette pratique dans le chef de ceux qui travaillent dans les administrations financières. Okay. Si on le fait, on va conforter la collecte des recettes. Il faut prendre des mesures sérieuses pour lutter contre les interférences que l'on observe dans la collecte des recettes publiques. Je pense qu'il faudrait réduire le pouvoir d'intervention du ministre des Finances et du DGI, par exemple, en ce qui concerne le redressement fiscal. Il faut avoir une bonne base. On peut le faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faudrait prendre l'option. J'ai proposé ça en 2015. On a commencé l'initiative, mais malheureusement, on l'a mal faite. C'est-à-dire qu'il faudrait mobiliser de l'argent pour avoir un fichier de toutes les entreprises qui opèrent en RDC. Et ce fichier-là permettra au ministère de l'économie... Mais ça existe déjà? Non, ça n'existe pas comme on devrait le faire. Okay. Je l'ai proposé en 2015. Ce n'est pas une liste simple. Quand on parle de fichier, ça suppose une base de données qui permettrait justement de mieux comprendre comment fonctionne notre économie et suivre ce que l'État fait en termes de collecte ou de surveillance des prix, des recettes sur des prix. Et avec ça, on arrivera à mieux piloter l'économie. Vous imaginez un peu si nous avons ce fichier-là. Au niveau du ministère de l'économie, facilement, on peut avoir la liste de tous les importateurs des grands produits, des produits de grande consommation et suivre d'où proviennent leurs importations, comment est-ce qu'ils sont facturés et voir si réellement le cumul des charges est fait correctement et la marge est bien fixée pour que les prix ne soient pas exagérés. Parce que si vous comparez les prix qui sont pratiqués en RDC avec ceux qu'on observe dans les pays voisins, la RDC a des niveaux de prix trop élevés. C'est ce qui fait que le pouvoir d'achat de la population est aménagé. Or, le chef d'État veut, dans son mandat ici, agir pour qu'on puisse préserver le pouvoir d'achat. Donc, ça, c'est une chose à faire. Constituer ce fichier-là, par exemple, permettrait au ministère de l'économie d'avoir une base de données et suivre comment est-ce qu'on pratique les prix. Ça, c'est une chose. Le même fichier peut être utilisé au niveau de la DGI pour connaître les différents contribuables. Et
et ensuite vérifier qui a payé et qui n'a pas payé, et qui a envoyé de l'argent et qui n'a pas envoyé de l'argent dans la caisse d'État. Ça, ce sont des choses qu'on peut faire rapidement. Toujours avec cette même base de données, on peut utiliser ça pour suivre les mouvements financiers que font les entreprises. On peut connaître les employés que l'entreprise a, et ainsi de suite. Bref, c'est important. Et ça, c'est une chose qu'il faut faire rapidement pour arriver à mieux piloter l'économie. Si on le fait, on aura des bons résultats. Mais quand vous dites qu'il faut réduire les compétences du ministre des Finances par rapport à ce qui concerne les... Le redressement, parce qu'il arrive justement qu'on constate qu'un agent un opérateur économique n'a pas payé les impôts, on fait le redressement, mais il va avoir le ministre ou le DG et on va négocier là-bas et on revoit à la baisse ce qu'il Mais à quoi bon maintenant son travail? Parce que s'il faut réduire ses compétences, mais qui va travailler? Non, mais vous savez, dans les pays développés, qui que vous soyez, quand vous faites preuve de fraude fiscale, on vous frappe conformément à la loi. Il n'y a pas d'intervention de XY. Okay. Et il faut rester justement sévère parce que ne pas payer l'impôt, c'est un grand crime. Donc c'est ce qui manque à la RDC. Oui, ça manque. Ça manque. C'est un problème de culture ou bien c'est une politique qui a été mise en place par vous qui êtes expert? Non, en fait, ce sont des choix politiques, mais il faut changer justement parce qu'on se rend compte que le pays a besoin de beaucoup d'argent pour financer les projets de développement. Et on n'a pas assez. Alors si on veut réellement atteindre cet objectif, il faut agir. Et l'action, c'est quoi? C'est justement arrêter tout ce qui serait de nature à bloquer le processus de collecte des recettes. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Les interférences dans la collecte, aujourd'hui, Ben doit payer au Trésor 1 million. Mais il me rencontre, parce qu'étant une personne influente, j'appelle le DG de la DGI. Et je négocie pour qu'au lieu de payer 1 million, Ben paye 200 000 et il me donne à moi et le DG 200 000. Ce qui veut dire qu'en termes nets, l'État perd 800 000 $ sur 1 million à percevoir. Et moi et le DG, nous gagnons de manière malhonnête 200 000. Et c'est ce qui se fait généralement dans ce pays pendant des années et ça tue. Ce sont des choses qu'il faut corriger. Il y a aussi d'autres pratiques qui amenuisent l'espace budgétaire de l'État. Aujourd'hui, moi et Ben, nous travaillons à la demande du ministre X sur un dossier. Et l'étude réalisée donne lieu à une prime de 200 $. Mais quand on établit la liste de paye, il y a 1000 noms. Il y a 998 personnes qui s'ajoutent. Ça veut dire que l'État paiera 99 800 $ en plus. Ce sont des pratiques pareilles qu'il faut absolument faire partir pour qu'on arrive à conforter l'espace budgétaire de l'État. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est faisable. Ce sont des choses simples à faire, c'est juste une question de volonté et de détermination. Non, mais simple, ça c'est trop dur. Parce que oui, mais quand la loi dit que toute entreprise doit payer les impôts, si sur 1000 entreprises, il y en a 400 qui ne payent pas les impôts et qu'on ne fait rien pour les sanctionner, à qui la faute? À qui la faute? Parce que la loi est claire. Oui, mais ces pratiques datent de très longtemps. Ce sont les Belges qui les ont imposées ou bien... Non, ce n'est pas les Belges, ce sont les Congolais. Pas les Belges, non, ce sont les Congolais. Ça a commencé certes à belle lurette, mais ce ne sont pas les Belges. Mais d'où avons-nous tiré ça? Mais ce sont les mauvaises pratiques qu'on a héritées de l'époque du président Mobutu, malheureusement. Ok. Et ça a continué. Ça a continué avec plusieurs variantes, mais ce sont des comportements pareils qui... Donc, on peut dire aussi que le Félix Tshisekedi a raison quand il a évoqué ces problèmes de corruption, la mégestion dans son livre « Pour un Congo retrouvé ». Donc, il a totalement raison. Oui, effectivement, il y a des problèmes de mégestion, mais il faut justement frapper. Et c'est à ce niveau-là qu'il faudrait qu'à son niveau, lui, en tant que chef et le chef du gouvernement, puisse maintenant renforcer les mécanismes de contrôle. Parce que des fois, il y a certains ministres qui ne font pas le travail qu'ils sont appelés à faire, malheureusement. Vous allez voir, je donne un exemple. Une administration ou une banque fait une opération de 30 millions $, par exemple, et ne paye pas les impôts. Le chef de service à la DGI constate cela. Il remonte vers le directeur des grandes entreprises et il fait la remarque « OK », et on écrit. Et aussi qu'on écrit pour demander le paiement, on reçoit un coup de fil qui vient soit de tel service, ou bien du ministère même des Finances, pour dire non, arrêtez ce que vous faites là. Mais pourtant, c'est vouloir ramener les gens à respecter la loi. Bon, quand un agent de la DGI constate que sa hiérarchie lui impose un comportement anormal, que fera-t-il dans les jours qui viennent? Il va directement ajuster son comportement, il va dire non, mais dorénavant, que je fasse ainsi. Donc vous comprenez peu qu'il faut qu'il y ait un contrôle, un suivi, mais également une forte surveillance des acteurs. Nous devons tous respecter la loi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le président de la République me nomme ministre, me fait confiance que j'ai le droit de faire n'importe quoi avec le pouvoir qu'on m'a donné. Ce sont des abus de pouvoir. On a vu avec l'ancien ministre des Finances, c'est vrai, il agissait sous les ordres, mais les choses essentielles n'arrivaient pas à débloquer de l'argent.
mais il débloquait en urgence, en procédure d'urgence, comme lui-même aimait. Mais là encore, il y a à boire et à manger. Est-ce que la procédure d'urgence telle qu'elle a été appliquée en RDC, c'est ce que dit la loi? La loi est très claire. En fait, la loi dit quoi? Non, quand on parle de procédure d'urgence, ça suppose quoi? C'est qu'un ministre sectoriel a besoin d'un paiement, mais ne sait pas, vu les délais qui sont à sa portée, faire l'opération. Alors, il contacte son collègue qui a le budget en sa charge pour que celui-ci puisse instruire de manière diligente ses services pour que le traitement dans le circuit se fasse. Mais il y a toujours une traçabilité. Mais aujourd'hui, que X, Y écrive une lettre et qu'on sorte l'argent comme ça, non, c'est pas ça. C'est ce qui favorise la fraude et le pays connaît une déperdition. Mais la RDC, sous l'ère Félix Tshisekedi, a en compte beaucoup d'agences qui travaillent également pour lutter contre la corruption. Nous avons l'IGF, mais l'on continue toujours, c'est vrai, nous mobilisons quand même des recettes, mais ce qui est détourné, c'est plus grand que ce qui entre. Mais c'est ça le comble, justement. Mais vous venez d'évoquer un cas ici d'un ministre sortant ici. Non, il a fait 3 ans. Je pense qu'il faut changer. Je pense que l'approche que Mme Soumino a proposée est bonne. C'est-à-dire que chaque 3 mois, on évalue les membres du gouvernement. Alors, on évalue de manière sérieuse les membres du gouvernement, et quand ça ne va pas, on agit directement. Il ne faut pas laisser que le mal s'enracine pour pouvoir... Donc, on agit pour suspendre, ou bien révoquer? Ah ben s'il faut révoquer un ministre, on révoque. Personne n'est ministre. On devient ministre et on doit quitter les fonctions, mais il faut que les gens travaillent pour l'intérêt du pays. Vous pensez que vous risquez d'embraser les pays dans une situation chaotique? Non, le pays appartient aux Congolais et les Congolais veulent la bonne gouvernance et les Congolais veulent les bons résultats. Mais si un ministre n'est pas capable, qu'il parte. Le pays ne lui appartient pas. Mais bien sûr, mais vous savez aussi, vous savez que moi, lorsque un ministre est frappé, mais il y a toujours sa communauté qui va se lever, nous, ressortissants d'eux. Oui, vous, ressortissants d'eux, vous avez justifié que 1 + 1 = 40. Non, soyons sérieux. Cher ami, ça, c'est des choses qui ont tué le pays. C'est l'histoire de ressortissants, de tribus. Moi, je ne regarde pas ça. Okay. Moi, quand on me pose la question, qui es-tu, je suis congolais? Au même moment, je suis Swahili, je suis Luba, je suis Mwaka, je suis Mongo, Moussakata. Bref, je suis tout. Parce que je m'identifie par rapport au pays et non pas par rapport à un coin du pays. Parce que c'est malsain, ce genre d'attitude. Ça nous fragilise davantage. On doit aimer le pays. Et si on aime le pays, on doit vouloir que la gouvernance soit bonne pour que tous les Congolais profitent. Il ne faudrait pas que certains soient avantagés, d'autres non. C'est pas correct. Alors, c'est ce qui fait jusqu'à aujourd'hui que la RDC n'a pas de classe moyenne. Il n'y a que 2 classes, les riches et puis les pauvres. Bon, il y a des mécanismes à mettre en place pour créer cette classe moyenne, mais effectivement, c'est un des éléments, c'est qu'il y a des inégalités qui sont entretenues au niveau du système politique mis en place, et ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait justement lutter contre les inégalités, donner aux gens plus d'opportunités de s'épanouir pour qu'on puisse bâtir un Congo meilleur. Lutter contre les inégalités sociales, mais avec l'approche, parce que vous l'avez salué, l'approche de la Première ministre pour commencer à évaluer chaque 3 mois un membre du gouvernement. Mais le président de la République lui-même, quand il a accédé au pouvoir, pendant son premier mandat, il l'avait dit, pour évaluer également les exécutifs provinciaux, également certains membres du gouvernement, chose qu'il n'a jamais réalisée. Vous pensez qu'avec la Première ministre, ça va marcher? Bon, il a dit que nous allons corriger les erreurs du passé. Vous avez entendu? Moi, j'ai entendu ce que le chef a dit, mais moi, je crois. Quand quelqu'un dit quelque chose, c'est qu'il faut d'abord commencer par écouter et ensuite lui donner l'occasion de le faire. Il a mis en place un nouveau gouvernement. Mme Soumino est là, elle l'a dit. Ben, je pense qu'il faut laisser maintenant à Mme Soumino le temps de mettre cela en œuvre et quand on aura les résultats, on va apprécier. Mais en ce qui concerne le contrôle budgétaire, j'ai fait une autre proposition. J'ai demandé également que les COFIN du Parlement puissent changer de manière de travailler, même des autres commissions du Parlement. Pour moi, j'estime qu'il faudrait que chaque 3 mois d'abord, que les ministres du Budget et Finances puissent faire un rapport à la PM sur la manière dont le budget d'État est exécuté. Parce que souvent, on se rend compte qu'il y a des écarts... Au niveau du Parlement? Non, d'abord à la PM en tant que chef du gouvernement. Parce que souvent, on se rend compte qu'il y a des écarts entre la loi des finances promulguée par le chef de l'État et le budget exécuté. Il y a des écarts. Ce qui fait qu'à l'époque, les 2 députés, le président du bureau Mbosso et le député Sessang, ont eu un point de bec sur la délinquance financière. C'est ça. Mais c'est parce que justement, chaque année, on se rend compte qu'il y a des écarts entre le budget exécuté et la loi des finances et on trouve ça normal. C'est comme si chaque année, on tombe dans un même trou et on y revient et tout le monde trouve ça normal. Alors pour corriger cela, je suggère que dorénavant, que la PM suive elle-même d'abord pour voir si oui ou non il y a un décret fort de rapprochement entre le plan d'engagement budgétaire et le plan de trésorerie, parce que le plan budgétaire émane du budget de l'État, tel que voté et promulgué. Ça, c'est une chose. Mais au niveau de l'ECOFIN, que les députés qui sont dans cette commission suivent également l'exécution
pour s'assurer que oui, les finances publiques sont bien gérées. De telle sorte que si chaque 3 mois, on sait suivre, à la fin de l'année, globalement, on peut arriver à une meilleure convergence entre la loi des finances, telle que promulguée par le chef de l'État, et le budget exécuté. Ça va éviter que l'on puisse encore parler de délinquance ou qu'il y ait des clashs du genre Mbosso, Sesanga en fin de période. Ça, c'est une chose. Donc, j'ai suggéré ça, mais il faut que l'ECOFIN soit outillé pour suivre ça. Outillé de quoi? Il faut avoir des assistants parlementaires qui vont faire le travail d'analyse et de recherche d'informations pour faire des analyses sérieuses et non pas des parlementaires pour porter des sacs ou faire des petites courses privées. Ouais. Non, parce qu'ils sont payés par le trésor public, ils doivent servir le pays avec l'intelligence. Et donc, avec l'intelligence. Absolument. Mais ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Non, justement, mais c'est pour ça que je dis que je voudrais qu'on change. Moi, je suis en train de faire des propositions pour que le pays avance. Je ne regarde pas le visage de XY. Moi, je dis ce qu'il faut pour que mon pays aille de l'avant. En tout cas, il faut que l'on vous écoute. Hein? Tant mieux. Si on ne m'écoute pas, personne n'aura raison de dire demain qu'on ne savait pas. Parce que je suis en train de dire tout ce qu'il faut faire pour que le pays aille de l'avant. Il faut toujours continuer. Bien sûr, on ne sait jamais. C'est mon pays. Mais je pense que le problème n'est pas celui-là. Le problème est celui des fonds secrets. Autrefois, il n'y avait pas autant de caisses de fonds secrets à gauche et à droite dans les institutions de la République. Oui. Il n'y avait que le choix commissaire des finances, même pas la primature, mais aujourd'hui, il y a des fonds secrets partout. Pourquoi? Et ces fonds secrets, on ne connaît même pas le vrai contenu légal de ces fonds secrets et on ne fixe pas clairement les modèles d'utilisation. Ce qui fait que quand on a des fonds secrets, on se partage l'argent. Toi, prends 10 000, toi, prends 20 000, achète ça. Voilà, c'est ça le Mais problème. parce qu'il n'y a pas d'experts. Non, c'est pas que c'est des experts. Les bonnes pratiques existent dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la connexion Internet nous permet d'aller à Washington, à Dubaï, partout, rien qu'avec le net pour voir ce qui se passe et comprendre. Donc, on n'a pas d'excuses. Regardons ce que les autres font de bien pour copier. Dans certains pays étrangers, il y a aussi des fonds secrets. Mais on fixe, on dit, voilà, ces fonds secrets pour le Parlement, par exemple, servent à ce qu'on puisse financer une recherche parlementaire, une étude parlementaire. Mais ce n'est pas qu'on prend l'argent, voilà, en fin de mois, chaque député prenait 10 000, 10 000, 10 000, bien. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que ce sont des fonds publics qu'il faut savoir justement en faire bon usage et assurer une certaine transparence. C'est-à-dire quand on vous dit faites rapport à la population, vous êtes fiers de vous regarder devant la télévision, vous dites oui, eh ben, nous avons utilisé cet argent-là pour faire tel travail de recherche parce que la guerre à l'Est demande ça. Voilà, c'est bon. Mais quand vous dites que non, on a pris ça, on a donné à chaque membre de la commission 10 000, 10 000, 10 000 $, au nom de quoi? Un peu ça. Ça, ce sont les problèmes que nous avons. Donc il faut changer. Et c'est là qu'on peut peut-être passer à cette question que vous avez évoquée au départ de train de vie des institutions. Oui. Mais ce n'est pas un discours. Malheureusement, chez nous, on se réveille train de vie, train de vie, train de vie. Non. Si on veut baisser le train de vie des institutions pour dégager suffisamment d'argent pour financer les investissements publics, les routes, l'énergie, la santé, l'éducation, mais il faudrait adopter un comportement autre. C'est quoi ce comportement? Il faudrait, moi, je suggérais que le chef de l'État organise d'abord une réunion interinstitutionnelle. Ah bon? Oui, oui. Il invite le Premier ministre, il invite les présidents des deux chambres, et peut-être au niveau des cours, et ils se regardent droit dans les yeux et disent, voilà, nous avons un mandat et nous avons des promesses à accomplir. Mais pour cela, il nous faut assez de moyens. Mais dans l'état actuel des choses, les finances publiques ne peuvent pas nous aider à financer ça. Pour cela, nous devons réduire le train de vie. Prenons des mesures courageuses. Dans les cabinets, le cabinet du président, voilà, nous allons réduire les effectifs de temps. On plafonne les salaires à autant. Cabinet du Premier ministre, on fait de même. Tous les cabinets ministériels, nous-mêmes membres du gouvernement, voici notre fonction de sacrifice. Si on gagnait 50 000, on passe peut-être à 25 000. Si les députés gagnaient autant, on ramène. Comme ça, on prend cette décision courageuse et on couche ça sur papier et on commence par là. Ce qui fait que lors de l'exercice 2025, la PM, quand elle va élaborer sa lettre d'orientation budgétaire, elle va caler sa lettre budgétaire sur ces grandes décisions qui seront prises. Et on va refaire notre budget d'État avec ça. Ça permettra de réduire les inégalités, de baisser tout ce qui est rémunération et fonctionnement pour augmenter la part de l'investissement. Et ensuite, on doit mettre en place des mécanismes pour s'assurer du bon suivi. Et là encore, je peux vous donner une illustration. À l'époque, quand Mouzito était Premier ministre, on avait parlé de cette question du train de vie. Mais qu'est-ce qu'on a eu à faire? Il était décidé à un moment donné d'apprécier chaque mission à l'étranger. Ok. De trouver l'opportunité. Oui, si la mission n'est pas opportune, vous ne voyagez pas. On l'avait même limité le nombre de personnes qui voyageaient et le nombre de jours même à l'étranger. C'est parce qu'on veut justement réduire. Parce qu'il y a des gens qui vont faire le tourisme sur le dos de l'État. Ouais. Moi, j'ai vécu ça. Je suis allé en mission, je participe aux réunions, peut-être on participe à 3, mais une délégation de 20 personnes.
et 17 personnes sont que dans les magasins. Et ce qui est encore étrange, même, le ministre qui est chef de délégation, qui a même reçu des frais de représentation, n'arrive même pas dans la salle de réunion. Ah bon? Il est à l'hôtel en train de prendre caviar, champagne, mais ça. Alors si aujourd'hui on veut changer, ben, voici les mesures qu'il faut prendre. C'est-à-dire qu'on doit limiter le nombre de missions, veiller à ce que les missions soient importantes, limiter le nombre de personnes, même la durée, et exiger que l'on puisse amener des preuves. Quand vous allez à l'hôtel, prenez les factures. Les transports, prenez les factures et ramenez ça. Et en fin de mission, on vous donne aussi de faire la restitution. Ok. Voilà, j'étais en mission à tel endroit, les réunions ont commencé de telle date à telle date, on a parlé de ça, ça. Parce qu'une fois que la personne est obligée de faire ça, elle sera dans la salle. Mais s'il n'y a pas cette obligation, et la personne sera dans les supermarchés en train de regarder, j'achète à mes enfants PS4, Non, PS5. donc les contrôles n'est pas rigoureux. Il n'y a pas. Je vous parle des choses concrètes. Ce que je dis, Et vous-même, vous avez vécu, hein? Oui. Je suis Mais arrivé. vous n'avez pas su imposer votre rythme. Je n'étais pas décideur, j'étais conseiller. Oui, mais... Je suis arrivé, j'ai participé aux réunions. Et ce qui est bien, j'aime ça. Il y a une amie avec qui je parlais ce matin qui m'a dit j'admire ta façon de faire. Tu aimes beaucoup travailler. Pendant que certains de tes collègues, des fois, ne travaillent pas comme tu le fais. Mais ne te dérange pas. Ça te donne la matière, ça te permet de mieux comprendre. Ouais. Et ça te paiera toujours parce que ton capital humain augmente. Ouais. Ça, c'est vrai. Donc, comprenez, ça, ce sont des choses qui peuvent être faites. Donc, mais aujourd'hui, moi, je suggérerais qu'on puisse prendre des mesures pour limiter ce genre de choses. Il y a eu un tollé tout récemment ici sur, n'est-ce pas, le voyage du président de l'Assemblée, bien sûr. Ce sont des questions. Et si on les parle, c'est parce que justement, ils constatent que la situation n'est pas bonne sur le terrain. Et ils voient aussi comment est-ce que l'argent de l'État est dépensé. Donc, c'est ça. On ne peut pas à chaque fois aller c'est l'argent du pays, ça appartient aux Congolais. Ce n'est pas l'argent d'un individu. Il faut faire la part des choses. Et quand les gens parlent, c'est parce qu'ils ont le droit de parler. Parce que nous payons les impôts. Cet argent-là qu'on utilise pour financer les missions ou construire les bâtiments, c'est l'argent que nous payons. Qu'on ponctue également sur ce que la population paye. Voilà, c'est ça. Et donc, à ce titre-là, nous avons un droit de regard. Et si les gens parlent, il faut les écouter. Parce que ce sont eux qui détiennent le vrai pouvoir. La preuve en est qu'en décembre, ici, nous avons vu comment est-ce que le chef lui-même a parcouru la République pour rencontrer le peuple. On a vu comment est-ce que les candidats députés passaient voir la population. C'est parce qu'il fallait avoir le mandat du peuple. Alors nous avons donc un droit de regard et quand le peuple parle, écoutez le peuple. C'est très important. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'avec ce que vous dites là, vous donnez comme mécanisme pour arriver à réduire les trains de vie des institutions, est-ce que nous avons des politiques qui peuvent mettre ça en pratique? Bon, en fait, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont véreux et qui n'aiment pas le progrès. C'est vrai que j'ai dit une réunion interinstitutionnelle et le chef leur parle en les regardant dans les yeux. Et si à lui-même, on met ça en direct à la télévision, si vous voulez, en partie, pour que le peuple se rende compte qui aime réellement le pays et qui n'aime pas. Parce qu'il ne faut pas dire qu'on aime le pays parce qu'on est en train de grossir, mais il faut dire qu'on aime le pays parce qu'on travaille pour que les Congolais vivent mieux. C'est ça, en fait, ce qu'il nous faut dans le pays. Parce que j'ai vu avec ce que nous craignons, c'est que nous retombions aussi dans ce que nous avons vu dernièrement avec le Kenya, où les peuples s'est soulevé et puis le président était obligé de supprimer certains lignes budgétaires qui gonflaient bien sûr. Ah ben, il faut anticiper. En fait, il faut anticiper parce que en fait, quand il y a la grogne, il faut chercher justement à anticiper. Donc moi je pense que ce que moi je dis là, ce sont des recommandations qui nous permettraient d'éviter d'arriver à ce genre de choses parce que nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin que le pays aille de l'avant, mais pour cela il faut qu'on anticipe et qu'on prenne des bonnes mesures tout simplement. Espérons que les politiques sont prêts à pouvoir accepter ces genres de bon, si on aime le pays, si on aime le pays, on doit le faire. Oui, si mais c'est tout le monde qui dit qu'il aime son pays. Oui, non, en fait, quand vous dites à une femme que vous l'aimez et que vous n'avez pas à lui dire je t'aime, en quoi vous l'aimez? Vous dites à une femme que vous l'aimez, mais vous n'avez pas à lui offrir un petit présent. Vous dites à une femme que vous l'aimez, mais vous n'avez même pas à lui dire qu'elle est belle. Mais non, vous vous moquez d'elle. La femme aime les belles paroles. Tu es belle, tu parles bien, tu marches bien. C'est ça que la femme aime, n'est-ce pas? Et le peuple aussi voudrait que ceux qui prétendent l'aimer puissent agir pour répondre à ses préoccupations, flatter le peuple et faire par des actions, pas par des paroles creuses. Il faut flatter les peuples par des actions. Ça, j'ai bien retenu. Mais aujourd'hui, Alex Mokim, il y a un problème. Avec la dépréciation de notre monnaie, les dollars aujourd'hui, nous risquerons de nous réveiller l'un de ces 4 matins et que nous allons trouver $1 égal à 3000 francs. Ah oui, c'est possible. Ah, c'est possible.
Mais, oui, mais le problème est que vous êtes nombreux dans ce pays. Et la population se pose également la question de savoir, c'est comme qui dirait les experts, ceux qui ont autant de diplômes, en tout cas n'arrivent pas à contribuer valablement aux problèmes qui rongent le pays. le problème n'est pas seulement d'avoir étudié ou des diplômes, c'est aussi une question de connaissances réelles et pratiques et aussi de volonté d'agir. C'est ce qui manque à beaucoup de gens. Cette volonté d'agir réellement pour faire avancer les choses. C'est ce qui dérange dans ce pays. Mais on a la possibilité de faire beaucoup de choses. Je vais vous dire certaines choses. Le chef a pris 6 engagements. Et parmi les engagements pris par le chef, il y a un engagement, c'est celui de la protection du pouvoir d'achat de la population. Mais il y a à faire. Il y a à faire. Et c'est simple. Le Premier ministre Sama avait pris la décision de suspendre la TVA sur les biens de grande consommation depuis 2023 jusqu'à ce jour. Et quand on prend une telle mesure, c'est que les prix doivent baisser. Nous sommes en RDC. Vous avez vu les prix baisser où? Moi, je n'ai pas vu. Peut-être que je vis sous l'eau, mais je n'ai pas vu. Or, sur 2 années, si on suspend la TVA, on devait voir les prix des biens baisser, mais on n'a pas vu ça. Mais pourquoi ça n'a pas baissé? Mais justement, ça galope toujours. Mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'on ne prend pas les mesures au hasard. C'est-à-dire quand on a pris une telle mesure, il fallait que le ministère de l'économie suive maintenant l'application de la mesure. C'est-à-dire que quand on prend ça, ça suppose qu'une composante des prix est en train de tomber. Et donc, les prix doivent baisser, mais ce n'est pas le cas. Ça veut dire que les opérateurs économiques ont continué à pratiquer le même prix, donc à prélever la TVA alors que l'État l'a suspendu. Donc, il y a un travail à faire maintenant. Le ministère de l'économie doit mettre en place une commission, une équipe de travail avec les finances pour suivre ça, vérifier ceux qui n'ont pas respecté la décision qui a été prise, qui ont continué à prélever l'impôt, et on doit faire un redressement parce qu'ils ont perçu de manière illégale un impôt qui a été suspendu. Okay. Et si on le fait, donc, on pourra donc baisser les prix et on va récupérer l'argent qui a été prélevé de manière indue. Avec ça, l'État peut même prendre cet argent pour financer la guerre à l'Est, parce que c'est un des problèmes qui nous dérange le plus. Mais dans la transparence, toujours. J'insiste là-dessus. Donc, ça sont des choses que, si on le fait, on va confronter... Vous estimez qu'il n'y a pas de transparence? Pardon? Vous estimez qu'il n'y a pas de transparence? Mais bien sûr qu'il ne sait pas qu'il n'y a pas de transparence. Il y a beaucoup de problèmes qui dérangent. Mais vous ne lisez pas les communiqués du Fonds monétaire, des fois, quand on fait les revues. Parce que c'est bien beau de dire qu'on a conclu le programme. Mais ils disent qu'on l'a conclu, mais... Il y a des réserves. Non, la chaîne de la dépense, est-ce qu'elle est respectée? Elle n'est plus respectée, tout le monde le sait. Il n'est plus respecté. Ah mais oui, bien sûr. Il arrivait que le ministre des Finances directement traite avec la Banque centrale sans que le budget n'ait contrôlé ou vérifié les engagements en fait. Et les dépenses. Mais c'est ça, justement, le mode d'urgence. Vous faites allusion au ministre mais quand vous parlez mais quand on parle d'urgence, mais c'est ce qui tue justement la chaîne de la dépense parce qu'on escamote les étapes classiques. Or, ces étapes, on les a mis en place pour s'assurer de la traçabilité, de la transparence et de la cohérence du processus. Et même l'efficacité des dépenses. Mais j'ai suivi les représentants de la Banque mondiale qui a félicité en tout cas les avancées significatives en matière des finances, l'attitude de la République démocratique du Congo. Vous avez dit tout à l'heure ici, paiement en mode urgence. Le peuple se plaint. Nous avons vu au niveau des réseaux sociaux, des chaînes de télévision, les gens parler. C'est que c'est un problème. Et eux n'ont pas vu ça. Ils ont vu ça. Et il faut corriger. C'est pour ça que dans le prochain programme ici, il faut en tout cas insister là-dessus. Le respect des procédures. Ce n'est pas enfin qu'on met ça. C'est l'argent public, ce n'est pas l'argent d'une personne. Et pour cela, on doit mettre en place des mécanismes pour que tous les Congolais s'assurent que notre argent est utilisé à bon escient, dans le respect des règles consacrées. Mais s'il y a opacité, mais c'est comme ça que quelqu'un peut se mettre, non, je paye 200 millions, 30 millions à qui veut. Mais non, ça ne va pas. Et des fois, on paye des montants. Mais vous voyez, on compare, nous sommes dans un monde. Et on compare ce qui se passe chez nous et ce qui se passe chez les voisins. Quand certains paiements sont exagérés chez nous, il faut arrêter ça. Nous sommes riches, mais on n'arrive pas à tirer parti de notre richesse parce que justement ce genre de comportement dérange. Donc ça, ce sont les choses qu'il faudrait faire. Vous avez parlé de la question de la monnaie ici. Oui. Mais comme je l'ai dit, il y a des comportements qu'il faut arrêter. À l'époque, il y a eu des comportements débordants qui ont entretenu la confusion sur le marché de change. Mais c'est ce qu'il faut arrêter. Je vous donne un exemple aujourd'hui, par exemple, les impôts sont payés, enregistrés. Et au niveau du ministère des Finances, au lieu de garder l'argent dans le compte général du Trésor, on envoie l'argent dans les sous-comptes de l'État, dans les banques commerciales. Et l'argent est logé là-bas. C'est-à-dire qu'on donne aux banques commerciales l'argent de l'État pour faire avec les affaires. Les banques prennent cet argent-là pour souscrire au bon du Trésor. Quand
l'État va rembourser, ils vont gagner l'intérêt là. Ça, c'est une chose qui a eu à se faire. Ou bien les banques prennent l'argent. C'est en connivence avec... Bien sûr. Et l'argent est utilisé pour acheter les devises. Mais bien sûr, quand on utilise l'argent de l'État pour extorquer l'État, ou bien pour acheter des devises et aller spéculer sur le marché, il y a un problème. Donc, il faut surveiller les acteurs. J'insiste là-dessus, il faut surveiller le comportement des acteurs. Ce n'est pas parce qu'on est ministre qu'on est permis de tout. Non. Ça, c'est une chose qu'il faut faire. Et outre cela, il y a des mesures à prendre également sur le plan monétaire. Moi, ça m'étonne que depuis que Madame la gouverneure est là, elle n'a pas pu... Madame la Première ministre. La gouverneure de la Banque centrale. Ah, la gouverneure oui, de la Banque elle n'a centrale. pas pu prendre le temps de prendre des mesures sérieuses pour réorganiser le marché de change. Aujourd'hui, quelqu'un peut aller avec 100 milliards de francs congolais sur le marché de change, il fait des opérations, il n'y aura pas personne ne sait qu'il a fait ça. Mais en quoi la Banque centrale va contrôler alors les opérations qui se déroulent sur le marché? Il faut regarder le marché de change en RDC. C'est une priorité, une urgence des urgences. Donc le marché d'échange échappe même à la Banque centrale. Mais bien sûr. Et quand on parlait de l'histoire de lampadaire ici, j'ai vu parmi les gens qui commentaient dessus qu'il y a une entreprise qui a été citée dans cette histoire qui a pu faire sortir des millions à travers les bureaux de change. Et comment on peut faire ça? Heureusement qu'ils sont déjà en prison. Hein. Oui, mais l'argent est sorti. En prison, et en RDC, il y a des gens qui étaient en prison qui sont sortis aussi. Et l'État n'a jamais récupéré l'argent. Le problème est celui-là. L'argent part. Quelqu'un fait 3 ans en prison, il sort, mais l'argent est dans son compte bancaire. Et quand il revient, il va rouler le carrosse et... ouais, un peu. Donc, il faut qu'on fasse des efforts pour changer beaucoup de choses. Hein. Il faut connaître le pays. Vraiment, il faut aimer le pays. Et pour cela, il faut agir. On ne doit pas aimer avec des phrases, mais avec la profondeur. Agir, c'est aussi frapper. Ah oui, oui. Quand ça ne marche pas, il faut avoir le courage de dire... Absolument. Monsieur, tu n'as pas... Absolument. Que le chef d'État, la Première ministre demande aux gens de démissionner s'il faut, pourvu que l'on puisse avoir un gouvernement qui réellement répond aux préoccupations du peuple. C'est ce qu'il faut. Donc, il y a des choses à faire. Réorganiser le marché d'échange, ça va aider le pays. Et au final, je l'ai dit et j'insiste là-dessus, pour moi, nous devons aller vers une réforme monétaire qui va consister à revoir les signes monétaires, à améliorer le taux de liquidité de l'économie, à réorganiser le marché de change, à modifier le système de paiement, à renforcer la surveillance de la Banque centrale et bref, plusieurs mesures. Mais je pense que si on le fait, on va créer les conditions d'une économie normale et moderne. Et c'est après qu'on pourra décoller. Parce que jusque-là, notre économie fonctionne de manière pas normale. Mais décoller aussi, Alex, il faut avoir aussi la production locale. Comment allez-vous décoller pendant que vous importez tout? Oui, mais le problème n'est pas celui-là. Autrefois, nous étions parmi les premiers producteurs de certains produits à l'international. Et aujourd'hui, on a reculé. C'est pour dire qu'on peut revenir à cela, mais c'est question de vision et de stratégie. Et c'est pour ça que dans la politique économique du gouvernement, il faut qu'il y ait plusieurs composantes. Il y a une composante qui doit porter sur les prix des biens, comme j'ai dit tout à l'heure, pour aider la population à améliorer son pouvoir d'achat, comme le chef l'a dit. Il faut qu'il y ait des mesures sur le plan monétaire pour stabiliser la monnaie, garder sa valeur, pour pouvoir aussi lutter contre l'inflation importée. Ça, ce sont des choses qu'il faut faire. Au niveau des finances publiques, parce que les règlements des finances publiques impactent aussi sur la stabilité macroéconomique, il faut qu'il y ait un cadre d'amélioration de la gouvernance des finances publiques. Il y a des mesures qui porteront sur la collecte des recettes, des mesures sur comment dépenser, comment conclure les marchés publics et suivre les marchés publics. Il y a aussi des mesures qui doivent porter sur le climat des affaires et la production. C'est justement à ce niveau-là que vous vous trouvez. Et là, il faut prendre des mesures courageuses. Il faut que l'on décide de faire tomber certaines barrières qui bloquent l'investissement dans ce pays. Il faut faire en sorte que l'on puisse créer un cadre qui favorisera l'investissement et que l'on puisse créer des emplois. Mais malheureusement, on ne le fait pas. On l'annonce. Je vous donne un exemple encore. Le ministère du Commerce a eu en 2017, je crois, il y a quelques années ici en tout cas, a échangé avec les opérateurs économiques au niveau de la FEC et on est arrivé à établir que, peut-être après ça, à établir que 17 taxes liées au commerce extérieur étaient illégales et qu'il fallait les supprimer. Mais en 2023, l'année passée, au mois de décembre, j'étais à la FEC. J'ai rencontré les autorités de la FEC et nous avons discuté avec eux et les taxes n'ont jamais été supprimées. Ah bon? Jamais. Donc on est prêt à prendre des mesures. À annoncer des mesures. À annoncer. Voilà. Pour ne pas les appliquer après. Voilà. C'est ça le problème. Il faut annoncer et faire. C'est ce qu'il faut. Voilà, vous comprenez un peu là où il y a le problème. Donc, mais c'est faisable. Sincèrement, je ne vois pas qu'est-ce qui peut nous bloquer. En RDC, le développement est à portée de doigts. Mais c'est parce que nous-mêmes, nous ne prenons pas conscience de cela. Je vous donne quelques exemples. Dans le domaine des affaires ici, il y a des hommes qui ont réussi malgré les conditions difficiles. Vous connaissez M. Kinyolo. Vous connaissez M. Lengoledia. Vous connaissez M. Kiwakana. Ce sont des Congolais qui ont réussi dans les affaires. Mais
Ils sont donc des modèles, on peut les considérer comme étant des champions congolais en matière des affaires. Mais on peut bâtir justement, à partir de leurs expériences, une dynamique de développement du secteur privé en RDC. Nous avons des talents. Moutoumbouli Keme, vous connaissez. C'est notre frère, il est grand basketteur. Il a peut-être arrêté, je ne sais pas, mais c'est un grand basketteur. Nous avons aussi nos frères qui évoluent dans le domaine du football, le Wissa en Angleterre. Oui. Mais on peut développer une politique de sport ici, construire des écoles de sport et les attacher à nos écoles classiques et avec d'autres structures sociales, mais faire quoi? Créer justement l'opportunité pour que ces experts congolais qui évoluent à l'étranger puissent nous aider à mieux faire les choses comme ça se fait à l'étranger et arriver à développer le secteur, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont faisables. Nous avons, à l'université, là où j'enseigne, nous recevons souvent les partenaires extérieurs des Allemands qui viennent ici. Oui. Lorsqu'on les invite à aller manger, ils mangent du pondou, ils mangent du poulet, chez moi en colonial par exemple, ils mangent les mets congolais et ils sont contents. C'est pour dire que nous avons une riche gastronomie, mais qu'est-ce que nous faisons de cela? Ils sont morts, mais ils nous ont laissé un héritage. Pascal Taboulé, c'est un répertoire. Franco, l'homme à Makiadi, Papa Wimba. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce répertoire-là? C'est un patrimoine pour ce pays. Il y a aussi des artistes, Zaïko, Kofi Olomide. Qu'est-ce qu'on fait de ces talents-là? On a le sang de la musique en nous. On ne sait pas faire de ça comme un patrimoine pour gagner de l'argent. Mais voilà, aujourd'hui, vous voyez, nous avons l'immeuble de RTNC, n'est-ce pas? Oui, c'est un patrimoine. Oui, on peut retaper cet immeuble-là et construire des studios d'enregistrement, d'émissions, des studios de musique. Mais il est resté en lambeaux. Hein. Mais c'est question de vision. Ce que je dis là, si on dégage 100 millions de dollars, on fait ce travail-là, on met des studios d'enregistrement là-bas, nos musiciens n'auront plus à aller enregistrer la musique là-bas, ici. On va développer la musique ici sur place. Il y a des maestros. Nous avons Loka Kanza, Beniko Popolipo, d'autres sont morts malheureusement comme Rigosta, mais on a des talents. Qu'est-ce que nous faisons pour valoriser cela? Tout récemment ici, on nous a dit qu'il y a des bateaux qui ont fait naufrage, soit vers l'Équateur, tout ça. Mais quand vous allez à l'Est, au Sud Kivu là-bas, il y a des gens qui construisent des bateaux de qualité là-bas, comme des petits yachts. Mais pourquoi ne pas utiliser cette intelligence locale pour faire en sorte qu'on puisse améliorer le transport fluvial dans l'ensemble du pays, par exemple? Ça nous coûte quoi? Moi, quand je vais à Delvaux, je vois ce que font les menuisiers congolais avec les moyens de bord. Mais je vois le développement là-bas. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Apportons-leur un concours. Oui, mais est-ce que les autorités savent... Mais le ministre de l'Industrie, c'est quoi son travail? Mais est-ce que va-t-il descendre à Delvaux pour aller voir? Ah, mais qui démissionne alors? Non, mais c'est quoi son poste? C'est vous qui avez l'information. Vous allez... Il est congolais. Certains, vous allez lui amener ça. Non, certains étaient avec nous à la cité. Ici, il faut arrêter ça. On n'est pas venu du ciel. On était avec eux. Si c'était aussi mangé avec nous, la chikwang et les tiges. Il n'est pas aussi dur pour être au courant de tout ce qui se passe. Non, mes chers amis. Le développement, ce n'est pas de la magie. Il faut regarder ce qu'on fait bien et on améliore. On a des talents ici. Mais le problème aussi, même s'il faut accompagner, il y a toujours de la sélectivité qui... Oui, mais quand il y a un vide total, dites-moi un peu, on a toujours eu un ministère des PME en RDC, mais les PME congolais sont à quel niveau? Et quel est l'accompagnement qu'on leur donne réellement? L'OPEC reçoit quel moyen d'État pour accompagner? Et quel est aussi l'accompagnement qu'on fait? Ça, qui aujourd'hui n'existe que par des noms. Hein. Ah, mais justement, mais pourquoi? C'est une structure qui devrait fonctionner normalement. Alors si ça existe et que ça ne fonctionne pas, c'est qu'on doit se remettre en cause, nous, qui sommes au niveau de l'État. On doit se remettre en cause. Mais vous qui prenez part à certaines rencontres internationales, êtes-vous fier de représenter votre pays pendant que chez vous, vous ne faites absolument rien? Non, ce n'est pas nous qui faisons, ce sont ceux qui ont la signature qui font. Vous êtes expert congolais? Oui, expert, mais ça ne suffit pas. En fait, on peut donner des idées. Là, je vous dis des choses sérieuses, mais qu'on prête ça, qu'on applique. Tout simplement, je vous dis des choses sérieuses qu'on applique tout simplement et on verra le reste, c'est tout. Alex Moukim, nous touchons vers la fin de ce magazine. Mais s'il vous était demandé d'apporter en tout cas des solutions concrètes par rapport à ce que nous vivons, parce que c'est vrai, vous pouvez les dire, mais à la surprise de tout celui qui vous regarde et qui vous suit, on peut vous mettre à ces postes-là, mais vous manquez aussi à faire. Hein? Bon, il faut juger l'homme à la pièce. Vous vous rappelez qu'on en a parlé une fois avec vous. Je veux dire que moi, il faut me juger la pièce. Okay. Je suis têtu dans le bien. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose qui est correct, j'avance. Quels que soient les prix que vous allez payer? Je suis très sage. Je lis aussi la Bible et j'ai appris beaucoup de Salomon. Et je sais obtenir certaines choses selon que je dois les obtenir.
Ça va? Et donc c'est ça ma sagesse. Je lis beaucoup les Écritures saintes et ça me donne la matière à réflexion et je sais comment je pose mes pas. Mais nous devons aimer ce pays et on doit agir. Il ne faut pas être là pour juste discourir ou chercher à obtenir des faveurs du pays. Comme on dit en lingala, mais faisons en sorte que le pays devienne grand. Et une fois que le pays sera grand, nous, on se va gagner. Mais si nous devons tout le temps chercher à gagner directement alors que le pays est petit, mais en réalité, c'est quoi? C'est qu'on est en train de priver les marginalisés, les plus pauvres, les faibles, et nous, on est en train de s'enrichir, mais on crée un déséquilibre qui crée la fragilité et qui, à terme, va aussi nous rattraper. Mais la RDC est un pays potentiellement très riche, hein, mais le potentiel, il faut le transformer. Mais oui, mais par le travail et par des mesures sérieuses. Vous ne pensez pas aussi, c'est aussi peut-être une malédiction et c'est qui non, je nous ne crois attire pas à la malédiction. La convoitise de tout non, le monde. Non. Je ne oui. pense pas. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Nous sommes agressés, tout ça à cause de nos richesses. Agressés, mais on peut aussi, quand on rentre en arrière, il y a des erreurs qui ont été commises, hein, il faut le dire. Soyons honnêtes, cher ami. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu dans ce monde ici accorder la nationalité collective comme ça aux gens? Le président Mobutu a commis une erreur d'accorder en 71, je crois, la nationalité collective à l'Est là-bas. Ce sont des erreurs du passé qui nous ont rattrapés. Ah oui, ça nous rattrape. Ouais. Et je rappelle aussi, si ma mémoire est bonne, le ministre d'Intérieur à l'époque, c'était Mandungu Boulaniati. Il a appris qu'il y avait un mouvement à l'Est du pays. Il l'a dit au président Mobutu. Il a négligé ça. Kwebe Kimpe, le journaliste, vous connaissez, il a fait une émission tout récemment ici. Il avait dit qu'il avait appris qu'il y avait une action du Rwanda contre la RDC pour dire Mobutu. Et il a, par le truchement de sa femme, je crois, contacté l'ancien directeur de cabinet du président Mobutu, le professeur Vundwawe. Le professeur Vundwawe a dit ça, Mobutu a rigolé. C'est pour dire quoi? Il y a eu beaucoup d'erreurs de gestion qu'ils ont rattrapées. Il y a eu infiltration depuis des années. On parle de Bisingimana qui était directeur de cabinet de Mobutu comme étant rwandais. Mais comment une chose pareille peut se faire? Et c'est par lui que beaucoup de choses ont dû être faites. Donc, comprenez un peu. Ce sont les erreurs. Nous devons assumer et corriger. Il ne faut pas toujours chercher à voir le mal à côté. Nous avons commis des erreurs. Il faut que l'on puisse changer de cap. Et être capable de prendre des décisions courageuses pour permettre à ce que la génération future soit bien assise. Absolument, c'est ce qu'il faut faire. On ne peut que souhaiter ça. C'est ça l'idéal. Mais ça demande la discipline, abnégation, sacrifice, beaucoup de conscience. C'est le pays. C'est justement, bien sûr, la volonté qui manque aux hommes politiques, aux hommes de ce pays, à vous, experts. Parce que non, moi, je vous donne les pistes de solutions et je donne les bonnes pistes. Ce que je dis là, je le dis et j'envoie ça partout. Je voudrais que tout nous avons quand même le nouveau VPM de l'économie, c'est quand même un technocrate. C'est bien. Vous le connaissez? Oui, très bien. Et vous lui donnez beaucoup de chance. Bon, je sais qu'il est économiste, il a une bonne connaissance de l'économie. Il ne faut pas qu'il retombe dans les mêmes erreurs. Oui, il est économiste, donc il faudrait maintenant prendre des mesures fortes et courageuses pour changer le cours des choses. Mais vous parlez de la réunion interministérielle, mais pendant qu'il y a aussi la Troïka. Non, je parle interinstitutionnel. Ah, interinstitutionnel. Le président de la République. Voilà. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est que le Premier ministre, Madame Soumia, peut donner une orientation pour qu'on puisse restituer le budget. Mais le budget sera voté au Parlement. Si au niveau du Parlement, on ne prend pas conscience de ce que Mme Soumia donne comme orientation. Quand le projet va arriver là-bas au Parlement, ils vont changer, ils vont bloquer tout ça. Par exemple, si on décide de revoir à la baisse les rémunérations, y compris les députés et les sénateurs, mais c'est au Parlement qu'il y aura la première résistance. Mais si, dans cette réunion, le chef de l'État fixe le cap et amène les gens, notamment les présidents des deux chambres et leurs questeurs et autres membres du bureau, à accepter ça, ils auront comme mission de la part du chef de convaincre leurs collègues à accepter au nom de l'intérêt collectif. Alex Mokim, merci d'être venu. C'est un plaisir, c'est pour mon pays. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux à nous regarder de partout ailleurs. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un autre numéro des Savoir Plus, mais d'ici là, passez une excellente suite de la programmation de nos émissions.